Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue dans votre magazine Actu Santé. Alors Actu Santé reçoit aujourd'hui le docteur Doudou Diouf, il est cancérologue ici à l'hôpital Aristide Le Dantec. Nous allons aborder le sujet du cancer du sein. Pourquoi le cancer du sein? Parce que tout simplement nous sommes au mois d'octobre et qui dit octobre parle d'octobre rose. Alors docteur Diouf, bonjour. Bonjour madame. Merci d'être venu déjà à l'hôpital Le Dantec. Merci d'être venu à l'Institut du cancer. Je sais que ce n'est pas très évident de venir dans nos conditions de travail, mais bon, on vous encourage à continuer de parler du cancer. D'accord. Alors avant d'entrer d'avoir la signification du cancer, est-ce que vous pouvez venir sur le mois d'octobre qui pour vous en tant que docteur vous permet d'informer mais aussi de mieux sensibiliser la population? Effectivement, c'est un excellent mois. C'est un mois. C'est d'ailleurs des femmes américaines qui se sont dit mais il est temps qu'on parle du cancer, qu'on parle beaucoup plus du cancer du sein parce que c'est un cancer qui fait des ravages, comme vous le savez. C'est le premier cancer dans la femme dans le monde. Au Sénégal, depuis 2012, c'est le premier cancer de la femme. Donc il est bon, pendant le mois d'octobre, qu'on puisse davantage sensibiliser les femmes parce qu'on sait que c'est un cancer qu'on peut guérir, mais à condition de le voir précocement, de le voir tôt. S'il est vu tôt, on peut le guérir avec des moyens plus ou moins limités. Le traitement, il n'est pas trop long quand il est vu tôt. C'est pourquoi, pendant le mois d'octobre, il est important de sensibiliser les femmes, mais également de faire des plaidoyers auprès des autorités pour que la prise en charge puisse s'améliorer, pour que les conditions de prise en charge des femmes puissent s'améliorer, pour que les conditions de travail des médecins, des infirmiers, de tous les paramédicaux puissent s'améliorer. Mais également, c'est le moment de faire un plaidoyer auprès des gens qui ont de l'argent, auprès des institutions de recherche ou bien des institutions de financement pour qu'on finance davantage la formation des jeunes, pour qu'on finance également la recherche parce que ça permet de voir la particularité du cancer du sein dans notre contexte de travail pour mieux prendre encore en charge nos femmes, nos mamans. Alors il existe plusieurs types de cancers. Effectivement. Bien sûr, le cancer, c'est une néoplasie, c'est une nouvelle formation issue des cellules. Nous sommes formés de cellules. Ce sont les cellules qui se regroupent, qui se spécialisent pour former des organes. Maintenant, au cours de cette multiplication, au cours de ce développement, des cellules peuvent être anarchiques, peuvent être immortelles et devenir des cancers. Donc, toutes les cellules du corps humain peuvent devenir cancéreuses, que ce soit les cellules du cerveau, les cellules des yeux, les cellules de la tête, etc., du sein, de la prostate, du poumon, etc., des cellules du cancer, des cancers digestifs. Donc, tous les organes du corps humain peuvent faire des cancers. Le mois d'octobre, particulièrement, on parle du cancer et nous, on en profite, du cancer du sein, on en profite pour parler de tous les autres cancers. Voilà, on parle aujourd'hui des cancers du sein. Quels sont les différents facteurs liés à ce cancer du sein? Voilà, c'est très bien que vous ayez posé la question comme ça. D'habitude, les gens posaient la question à savoir quelle est la cause du cancer du sein. Malheureusement, il n'y a pas de cause de cancer, il n'y a pas un seul facteur. Il y a plusieurs facteurs. C'est une maladie multifactorielle et multi-étapes. C'est-à-dire, j'ai l'habitude de donner l'exemple aux étudiants en public. Si vous n'avez pas de plasmodium, vous ne pouvez pas faire de paludisme. Si vous n'avez pas, par exemple, le bacille de Koch, vous ne pouvez pas faire de tuberculose. Mais pour le cancer, on ne peut pas mettre le doigt sur un facteur et dire que c'est à cause de ce facteur-là que vous avez fait le cancer. Mais de plus en plus, on remarque qu'il y a certains facteurs qui passent devant. Le premier, c'est le stress. De plus en plus, on est stressé pour les résultats, pour le travail, pour les études. On est obligé de courir de gauche à droite, de ne pas dormir. Et tout ceci constitue un facteur important de risque pour le cancer. Plus on est stressé, plus on a un risque de développer un cancer. Les deuxièmes facteurs de risque, c'est des facteurs alimentaires. Dans les facteurs alimentaires, on met le tabac dedans. Le tabac, c'est un important facteur de risque de cancer. Que ce soit les cancers digestifs, que ce soit le cancer du sein, que ce soit le cancer du col, de la vessie, etc. 30% des cancers actuellement dans le monde sont liés au tabac. Vous imaginez le drame que fait le tabac. Donc si on arrivait à diminuer, voire arrêter le tabac, ce qui est utopique, mais on pourrait diminuer énormément le cancer. Donc dans le cancer du sein, on retrouve le tabac. On retrouve également une mauvaise alimentation. Une mauvaise alimentation, c'est quoi? Une alimentation très riche en graisse, très riche en produits gras et pas riche en légumes et en fruits. Donc ceci constitue brièvement les facteurs alimentaires. Mais également la sédentarité. De plus en plus, nos femmes, ou les hommes peuvent faire un cancer du sein. Parce que 1% des cancers dans le service, c'est des hommes. Donc si on prend 100 personnes qui viennent pour un cancer, on trouvera un homme.
dedans. Donc aussi bien les hommes et les femmes, mais c'est beaucoup plus fréquent chez la femme, vu la taille du sein, vu les hormones, etc. Donc les femmes, je disais que les femmes de plus en plus sont sédentaires. Elles passent beaucoup de temps à regarder la télé. Elles quittent la télé pour prendre leur voiture, pour aller au bureau, s'asseoir pendant toute la journée. Mais cette sédentarité augmente le risque de faire un cancer du sein. C'est ça qui explique que le cancer du sein continue d'augmenter. Il restera maintenant les facteurs génétiques, qui sont des facteurs innés. C'est hérité de la famille, c'est la parenté, c'est la maman qui a fait un cancer, c'est la sœur qui a fait un cancer, c'est une tante qui a fait un cancer. Mais ce cancer génétique ne représente que 10% des cancers du sein. Les 90%, ce sont des facteurs qui sont ces facteurs que je viens de citer. Bien sûr, il restera les facteurs hormonaux liés aux hormones qui sont sécrétées par la femme. Donc, globalement, ces facteurs alimentaires, ces facteurs de stress, ces facteurs génétiques et ces facteurs hormonaux constituent les risques qui augmentent le cancer du sein actuellement dans le monde. Voilà, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui nous permet de diagnostiquer une personne atteinte de cancer? En général, les femmes qui viennent ici dans notre consultation, qui n'ont jamais fait de dépistage, j'espère qu'on aura le temps de parler du dépistage parce que c'est la chose la plus importante. Donc ces femmes viennent parce qu'elles ont une boule dans le sein. On appelle ça, nous, une nodule, on appelle ça une masse. Donc elles remarquent une boule dans le sein et elles consultent un médecin, un confrère en région ou bien une sage-femme ou bien un paramédical qui leur dit cette lésion, c'est une lésion suspecte, il faut aller à l'Institut du cancer pour que le diagnostic soit fait. Le diagnostic, il est fait par un prélèvement qu'on appelle une biopsie. On prélève une partie de la tumeur, on n'a plus le droit maintenant d'opérer les seins sans en faire un prélèvement, sans faire une biopsie, ou bien au minimum faire ce qu'on appelle une ponction pour étude cytologique, une cytoponction pour parler globalement. Donc on fait un prélèvement qu'on appelle une biopsie et c'est le prélèvement qui confirme et qui affirme le diagnostic de cancer. La mammographie, la clinique, toutes les radios que vous voulez ne peuvent pas affirmer le diagnostic de cancer du sein. Il n'y a que la biopsie avec examen histologique qui affirme le diagnostic de cancer. Et à partir de ce moment, on peut dérouler la stratégie de diagnostic pour compléter le diagnostic et maintenant penser au traitement. Voilà. Donc si je comprends bien, ça veut dire que les malades viennent vers vous quand vous leur diagnostiquez, c'est après que vous lui prescrivez un traitement. Oui, bien sûr. Le diagnostic est fait pour avoir un diagnostic de certitude. Ensuite, on fait ce qu'on appelle un bilan d'extension pour voir l'étendue de la lésion. Parce que ce qui fait mal avec le cancer, il naît dans un organe, comme on parle du sein, il peut naître dans le sein, mais il va progresser. Il va aller vers le cerveau, il peut aller vers les poumons, il peut aller vers le foie, il peut aller vers les os. Donc il peut aller dans tout l'organisme, ce qu'on appelle des métastases. Il faut faire ce bilan exhaustif, donc d'extension, pour voir quelles sont les localisations de la maladie. Est-ce que c'est limité au sein, ou bien est-ce que c'est avancé localement, ou bien est-ce que ça s'est généralisé? En fonction maintenant de ce bilan, on va proposer un traitement qui peut consister à une chimiothérapie. C'est des produits qu'on va injecter ou bien qu'on va donner oralement, ou bien à une chirurgie. On peut opérer d'emblée le cancer du sein, ou bien faire la chimiothérapie puis opérer, ou bien ce traitement peut consister à donner une radiothérapie après la chimiothérapie et après la chirurgie. En ce qui concerne le traitement, on a un témoignage d'une femme atteinte de cancer. Je vous propose de suivre ce témoignage. Parce qu'imagine que quelqu'un qui se réveille un bon matin, on lui diagnostique un cancer du sein. C'est pas facile du tout. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller faire ce diagnostic? Parce que quand j'ai chevré ma deuxième fille, après le chevrage, j'ai remarqué qu'il y avait une petite boule au niveau du sein. C'est là que comme j'avais l'habitude de palper mes seins, c'est là que j'ai remarqué que la nodule commence à prendre forme, commence à grandir. Alors que j'ai vu sur les médias et tout que s'il y a quelque chose au niveau du sein, il faut se présenter à l'hôpital. Puis je suis partie à l'hôpital. Je suis allée voir le médecin, c'est un chirurgien, puis on m'a fait une biopsie. Ça c'était depuis 2009, on m'a fait une biopsie, puis on a ramené le résultat à l'anapathe. Puis quand les résultats sont revenus, c'est là qu'ils m'ont dit que malheureusement j'ai eu une tumeur au niveau du sein. Financièrement, ça fait mal. Des fois
fois, quand on te propose des choses, tu te valses de gauche à droite pour faire ces choses-là. À l'hôpital, ils n'ont pas de prise en charge pour les médicaments chimiothérapie. On te dit que voilà, on a subventionné, les médicaments sont devenus moins chers. Mais des fois, tu viens même pour faire la chimio, on te dit que les médicaments, il n'y en a pas au niveau de l'hôpital. Donc, tu es obligé de partir dans les pharmacies et que ça coûte 3 fois plus cher pour faire tes séances. Ma famille me soutient, tu vois. Puis, j'ai un frère qui fait tout pour que je sois bien. J'ai un frère. Et d'autres frères aussi qui me soutiennent sincèrement, financièrement. Je vis dans une grande famille, mais on me soutient sincèrement, sinon ça n'allait pas. Voilà, docteur, c'est une femme qui est atteinte de cancer. Elle a dit que les traitements sont parfois coûteux et assez longs. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Oui, le traitement, il est très long. Le traitement, il est très coûteux. Parce que les gens ont l'habitude de comparer le traitement du cancer avec un traitement d'une maladie infectieuse où vous prenez des antibiotiques pendant une semaine, pendant 10 jours, 21 jours maximum, vous êtes guéri de votre maladie. Malheureusement, pour le traitement du cancer, c'est un traitement qui peut durer des mois, surtout pour nos femmes qui viennent à des stades avancés. Je vous rappelle que 75% des femmes qui viennent à l'Institut du Curie viennent avec des maladies localement avancées. Vous imaginez, plus la maladie est avancée, plus le traitement est coûteux, plus le traitement est cher. Si la malade doit faire une chimiothérapie, la chimiothérapie dure au minimum 4 mois. Donc 4 mois de chimiothérapie, ensuite elle doit être opérée, donc au 6e mois elle est opérée, et ensuite au 8e mois elle doit faire sa radiothérapie. Vous imaginez au minimum 8 mois pour traiter un cancer. Et ça c'est pour les femmes qui sont les plus chanceuses, qui ont fait 1 ou 2 lignes de traitement et qui ont une réponse suffisante pour être opérées. Il arrive que des femmes fassent 2, 3, 4 lignes de traitement sans avoir la capacité ou la réponse pour se faire opérer. Donc ce traitement-là, il est long. La chimiothérapie coûte cher. En fonction des molécules, en fonction des produits qu'on va donner, cette chimiothérapie peut coûter entre 50 000 francs tous les 21 jours jusqu'à 1 400 000. On vient juste de voir une femme qui fait une thérapie ciblée. Tous les 21 jours, elle doit dépasser 1 410 000 francs pour faire sa chimiothérapie associée aux thérapies ciblées. Vous imaginez, c'est des coûts très très importants de prise en charge pour avoir actuellement les meilleurs médicaments. Souvent, on n'arrive pas à prescrire ces meilleurs médicaments parce que notre niveau économique ne le permet pas. Mais on se débrouille, on arrive à donner les traitements qui sont certes efficaces, mais qui ne sont pas les meilleurs. Mais parlons de coûts et de prise en charge. Y a-t-il pas ils n'ont pas pris en charge les malades atteints de cancer comme les autres maladies, si je peux citer le sida, oui, la tuberculose. Voilà. Non, pour le moment, pour le cancer, malheureusement, on n'a pas encore de gratuité. C'est dommage, il faut qu'on y arrive. En Côte d'Ivoire, le traitement du cancer du sein est gratuit. Au Mali, il est gratuit. En Mauritanie, le traitement est gratuit. Au Gabon, le traitement est gratuit. Je peux encore citer beaucoup d'autres pays africains. Au Maroc, gratuit. Mais malheureusement, au Sénégal, on n'y est pas encore arrivé. C'est peut-être parce qu'on n'a pas de programme national de lutte contre le cancer. C'est peut-être parce que ça n'a jamais été une priorité pour nous. Mais il va falloir qu'on y pense parce que c'est la 2e cause de mortalité après les maladies cardiovasculaires. Donc il faut qu'on arrive à au moins réduire. Ça a été réduit, hein. Vraiment des efforts ont été réalisés. Depuis le mois de février, la PNA, qu'on remercie, a fait des efforts pour faire venir des médicaments. Et ça a réduit du tiers le prix des médicaments. Mais cela reste relativement cher. En tant que docteur, est-ce que vous vous battez pour que les gens aient cette prise en charge, cette gratuité? On se bat. Ce n'est pas tous les jours. On le dit tous les jours. On le dit dans les médias. On le dit aux autorités. On le dit vraiment aux gens qui peuvent nous aider, aux associations. Mais voilà, nous sommes des fonctionnaires. On ne peut que alerter. On ne peut que écrire. Et là, en ce moment-là, c'est à l'autorité de prendre une décision. C'est aux associations de lutter davantage pour que ce traitement devienne gratuit ou bien pour qu'il soit le moins coûteux possible. Voilà. On parle de chimiothérapie, radiothérapie, mais à quel moment est-ce qu'on parle d'hormonothérapie? L'hormonothérapie, c'est un traitement en général qui est à la fin du traitement. C'est-à-dire, c'est des femmes qui sont hormonodépendantes, dont le cancer est hormonodépendant, parce que ce n'est pas toutes les femmes. Et chez ces femmes-là, après une chimiothérapie, on leur donne un traitement oral qu'elles doivent prendre pendant 5 ans. Ce traitement, il peut être associé à une hormonothérapie injectable. Mais très souvent, c'est une hormonothérapie orale. Mais même cette hormonothérapie, elle est relativement chère pour nos femmes. Surtout la meilleure hormonothérapie pour les femmes ménopausées,
Vous imaginez, une boîte coûte 100 000 francs par mois pendant 5 ans. Donc vous imaginez le coût de ce traitement-là pour ces femmes-là. Donc ceci reste relativement élevé. Voilà. À vous entendre dire les traitements et tout, c'est difficile et coûteux, mais faire l'ablation au début n'est-elle pas une bonne idée? Même si c'est très difficile à dire. Quelquefois, ce n'est pas possible. C'est-à-dire, quelquefois, c'est effectivement le traitement qu'il faut pour prétendre guérir la femme. Mais malheureusement, comme elles arrivent à des stades localement avancés de leur maladie, on ne peut pas d'emblée les opérer. On est obligé de commencer par une chimiothérapie qui va réduire la taille de la tumeur, donc qui va plus ou moins réduire les métastases, qui va diminuer l'extension ganglionnaire pour pouvoir les opérer. Parce que le but de l'opération, ce n'est pas juste de couper et de partir, mais de fait de couper pour avoir une marge saine, suffisamment saine, pour pouvoir guérir la femme. Mais couper, c'est très très facile. Les chirurgiens, ils peuvent couper à tout moment. Mais le but, c'est d'avoir une chirurgie carcinologique, c'est-à-dire une chirurgie qui répond aux normes de prise en charge du cancer. Et au début, quand nos femmes arrivent, on ne peut pas le faire automatiquement. Voilà. Alors, ces femmes atteintes de cancer, elles souffrent physiquement, moralement et tout. Quel peut être l'impact de ceux qui abandonnent très tôt le traitement? En abandonnant le traitement parce que le traitement il est trop lourd, ou bien parce qu'il est trop cher, ou bien parce que tout simplement, ils n'ont pas les moyens de se traiter parce qu'ils résident dans les régions et le traitement ne peut se faire qu'à Dakar, à Thiès, malheureusement, la maladie va évoluer. L'histoire naturelle du cancer du sein, c'est vers des métastases et inéluctablement vers le décès de la personne. Récemment, on voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont atteints de cancer. Est-ce que vous affirmez cela? Oui, en fait, nous, on a l'épidémiologie du cancer du sein entre l'Afrique noire et les pays européens ou bien en Amérique chez les Blanches. L'épidémiologie est un peu différente. On vous dit que la moyenne d'âge de survenue du cancer du sein chez les Blanches est autour de 55 ans, alors que nous, on a un pic entre 42 ans et 45 ans. Donc, c'est des femmes très très jeunes qui ont le cancer. On a 10 ans, donc des différences. Le premier pic, le deuxième pic est autour de 55 ans, effectivement, mais on a un premier pic de femmes très jeunes qui sont atteintes de cancer du sein. Raison de plus pour faire beaucoup plus de dépistage, raison de plus pour parler beaucoup plus du cancer du sein, pour que ces femmes-là qui pensent qu'elles ne sont pas concernées par le cancer puissent précocement se lever pour faire les dépistages, pour faire des diagnostics précoces, pour pouvoir guérir de leur cancer. Surtout que ce cancer est beaucoup plus méchant chez ces femmes jeunes. Donc il évolue beaucoup plus vite et il évolue très très précocement vers des métastases. Donc en tant que femme, à quel âge peut-on faire le diagnostic? Moi j'ai l'habitude de dire aux gens, dès qu'on a commencé à avoir des seins, il faut avoir l'habitude de faire l'auto-examen, de faire l'inspection des seins devant vos miroirs et de faire l'autopalpation des seins. Si vous ne savez pas faire, vous pouvez voir un personnel médical ou bien voir les vidéos sur YouTube, il y en a énormément. Et là, on vous montre comment on fait l'auto-examen du sein. Donc dès qu'on a commencé à avoir les seins, ceci permet à la femme d'intérioriser son sein normal, de savoir que mon sein normal, il est comme ça, mais le jour où elle va remarquer quelque chose d'anormal, aussi bien à la vue ou bien à la palpation, là, elle pourra consulter précocement pour pouvoir avoir un diagnostic précoce. Mais les femmes, à partir de maintenant 45 ans, doivent commencer, en dehors de l'auto-examen, à faire des dépistages par la mammographie, parce que c'est le seul appareil qui est certifié pour faire le dépistage précoce ou le diagnostic précoce du cancer du sein. Donc, en ce moment-là, elles commencent leur mammographie et elles peuvent continuer leur mammographie jusqu'à un certain âge. En termes de chiffres, est-ce que vous pouvez nous dire exactement? En fait, c'est un peu difficile au Sénégal de parler de chiffres pour le cancer globalement, parce qu'on n'a pas de registre des tumeurs. Dans les pays développés, ils ont des registres où on enregistre tous les cas de cancer qui sont répertoriés dans la région ou bien dans le pays. Malheureusement, au Sénégal, on avait un registre à l'époque, mais ce registre, malheureusement, il ne fonctionne plus. Donc nous, on peut se baser que sur les chiffres de l'Institut du cancer et faire des projections. Nous recevons chaque année plus de 2000 nouveaux cas de cancer dans le service. Sur ces 2000 nouveaux cas, on a 700 environ cas de cancer du sein. Donc vous imaginez le nombre de cas. Et le nombre de cas augmente. Moi, je me rappelle, vers les années 2005-2010, on était à près de 250 nouveaux cas. Là, en 2017, on est à près de 700 nouveaux cas de cancer du sein confirmés. En plus des autres cas qui sont diagnostiqués à la maternité, qui sont diagnostiqués à l'hôpital principal ou bien dans les autres hôpitaux. Donc c'est près de 700 nouveaux cas
en plus des anciens cas qui continuent de venir, donc qui sont traités chaque année dans le service. D'accord. Alors, docteur, l'émission tire à sa fin. Nous sommes à notre partie conseil. Nous allons nous laisser le soin de donner des conseils à nos internautes. Ce que je dis toujours aux gens, mieux vaut prévenir et guérir. C'est une phrase qui ne m'appartient pas, mais c'est la réalité dans le cancer globalement et particulièrement dans le cancer du sein. C'est une maladie qu'on peut guérir, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas toutes les femmes à qui on va enlever le sein. On les enlève que si on est obligé. Si ces femmes s'étaient fait dépister, on aurait pu faire un traitement conservateur, c'est-à-dire on conserve le sein, le traitement sera beaucoup moins cher et donnera beaucoup plus de chances de réussite. Donc à nos mamans, à nos soeurs, faites-vous dépister, faites de l'auto-examen tous les mois après les règles, ou bien si vous n'avez plus les règles, vous avez cette ménopause, tous les débuts du mois, vous faites votre auto-examen et une fois par année, allez consulter un médecin qui va vous examiner et qui va vous demander une mammographie de dépistage pour voir si vous n'avez pas de lésion infraclinique, c'est-à-dire une lésion qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, qu'on ne peut pas toucher, mais qui est dans le sein et qui peut progresser vers une lésion grave. Ceci permet très sincèrement de régler ou bien de diminuer les cas de cancer qui sont mortels. Alors, merci beaucoup, Dr Diouf. Merci d'être venu nous voir. Merci, chers amis, chers internautes. Votre magazine Actu Santé d'aujourd'hui a été dédié aux femmes atteintes de cancer. Nous leur souhaitons une bonne guérison et surtout de mener ce combat et aussi de le gagner. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. L'information continue sur votre site de référence Dakaractu.